Voici notre épisode estival 267, le premier de ce mois d'août. Nos chroniqueurs, bien qu'en vacances à mi-temps, continuent de scruter une actualité technologique plutôt animée cet été. C'est ainsi que nous parlerons d'ADN imprimé en 3D et de puces dans les ménages. De façon plus conventionnelle, il sera également question des nouveautés chez Samsung et de l'avenir de TikTok. On prendra des nouvelles de Withings, le leader de la santé connectée. N'hésitez pas à réagir, à partager ou commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute! J'ai dit nos chroniqueurs parce que oui, ils sont deux cette semaine, comme souvent d'ailleurs cet été d'ailleurs, parce qu'on avait dit ouais, durant l'été on va faire un épisode par 2 semaines, puis avec un seul chroniqueur, comme ça chacun peut prendre un petit peu ses vacances. Ben, finalement ils sont quand même deux. Regardez, d'un côté nous avons Aurélien, de l'autre côté Sébastien, tous deux évidemment en vacances, hein, clairement. L'un a pris des couleurs d'ailleurs. Je noterai que mon voisin de droite a pris des couleurs. C'est-à-dire Sébastien qui revient de vacances, hein, il faut bien le dire. Sans filtre. Voilà, et puis sans filtre. Et puis Aurélien va prendre une petite semaine la semaine prochaine, comme ça vous savez tout sur l'organisation de nos chroniqueurs, ce qu'ils font durant leur mois d'août. Un petit bonjour, un petit coucou à ceux qui nous ont laissé des commentaires ces 2 dernières semaines. Sébastien Boireau, Nicolas Saint-Lay, Ingris Boy, Gumdrop 4017, Laurent Lahulotte, Raphaël Vinet, Sony et Renaud Android qui vient juste de laisser un commentaire sur notre blog, simplement pour nous dire qu'il était impatient d'avoir l'épisode 267. Voilà. C'est aussi ce genre de commentaire-là qu'on apprécie, même si ça n'appelle pas nécessairement une réponse. Quoi qu'il, on va quand même vous produire l'épisode 267 parce que de l'actualité, il y en a eu durant ces deux semaines. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a un truc à rajouter pour sa défense avant de commencer. Sébastien, non, je recherchais s'il y avait un truc spécial sur le 267, mais je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas posé de questions la semaine dernière. On a un petit peu oublié de faire un petit concours. Si, j'ai un truc. On l'avait fait les semaines précédentes sur le numéro de l'épisode, une petite énigme à résoudre et à nous donner en réponse dans les commentaires. Sébastien, si tu as une idée. Oui, j'en ai une. Alors le 267, c'est le code téléphonique d'un pays. Okay, tu vois, ça on peut pas faire. Mais de quel pays s'agit-il ? Un pays, tic-tac, tic-tac, vous avez 3 secondes. Si vous allez sur Google, c'est tricher. Oui, non, il ne faut pas tricher. Et si vous le savez, franchement, vous avez... Un indice, la couleur de sa zone, vert, orange, rouge. À mon avis, c'est rouge. D'accord. 267, donc. Bon, si vous savez de quel pays il s'agit, laissez-le en commentaire. Et comme le disait Sébastien, évidemment, vous allez faire ça sans aller consulter Wikipédia, Google, etc. Hein, vous allez faire ça de mémoire, hein, ou en investiguant d'une autre manière, à l'ancienne, en allant dans la rue, par exemple. Appelez à 267. Appelez un numéro. Oui, c'est ça. Commencez, faites 00 267 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, par exemple, et peut-être que vous demandez où vous êtes. Peut-être que quelqu'un nous écoute de là-bas, tu vois. Peut-être. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir également. Aurélien avait un truc à rajouter. Et le montant de la valise aussi. Le montant de la valise, pas la même ce que porte le nain. N'importe quoi. Un vieux souvenir. La lettre A. Aurélien, comme ADN. Aurélien, j'ai dit Adrien, évidemment. Non, le A comme Aurélien. Ah, comme Aurélien, d'accord. Je croyais qu'il m'avait vous tromper de prénom. Il fait douter, ce con. ADN, c'est un script, DNA script, qui imprime de l'ADN. Là, il va falloir quand même expliquer un petit peu comment que ça marche, cette histoire. Oui, j'ai trouvé ça dans la presse entrepreneuriale cette semaine, puisque en fait, alors ça n'a rien à voir avec l'informatique, mais un peu quand même. Vous verrez en fin de sujet. DNA Script, non, le DNA Script c'est le nom d'une boîte. D'accord. Donc DNA Script c'est une start-up française qui a été créée en 2014 par trois jeunes cofondateurs et qui a déjà levé 35 millions d'euros et qui va en relever 43 millions. Pour faire quoi ? Pour écrire et imprimer en 3D de l'ADN aussi facilement qu'on peut en lire. C'est-à-dire que lorsque vous serez malade ou lorsqu'il y aura une épidémie, une infection, si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, vous pourrez, on pourra grâce à cette technologie imprimer de l'ADN
spécialisé pour une infection et même mieux spécialisé pour un patient. C'est-à-dire qu'on pourra créer des médicaments ou des solutions pour nous guérir qui seront personnalisées en fonction du virus qui nous attaque et de l'infection. Et donc ça, c'est l'application médicale. Et l'autre application, et alors là, c'est là où ça m'a un petit peu plus surpris, c'est qu'en fait, ils veulent stocker des données dans de l'ADN qu'ils impriment en 3D. Et donc, à terme, remplacer toutes les technologies qui permettent de stocker de l'information. On connaît bien les data centers et autres, dans de l'ADN directement. Donc, on n'aura plus un disque dur SSD, mais un disque dur d'ADN. Le petit coup de gueule, c'est que cette grosse levée de fonds qui va avoir lieu, elle se fait avec des fonds américains et que on n'arrive pas à capter nos startups et que les startups françaises partent notamment, enfin c'est le cas pour celle-ci, à San Francisco plutôt que de rester en France. Donc c'est toujours dommage de voir ce genre de fuite, surtout s'il y a du business derrière. Donc, toujours compliqué. Conserver ces startups nationales, on avait déjà évoqué ça avec plein de fois avec Sébastien, quand il y a des opportunités c'est pas juste des opportunités de départ, c'est des opportunités économiques avant tout, et c'est souvent ça le moteur, clairement, et c'est logique. C'est difficile de les retenir parce que voilà, les pays ne sont pas nécessairement les plus... En tout cas, je dis les pays, c'est pas nécessairement les nations, c'est l'écosystème, on va dire ça comme ça. Éco pour économique aussi, qui ne comprend peut-être pas la valeur des pépites qu'on a chez nous. Sébastien, qu'est-ce que t'en penses Pas grand-chose, oui, c'est dramatique et ça n'a rien de très neuf. On en avait même, je pense, évoqué avec ce point avec Thierry, le patron de Google, Thierry Geertz, en début juillet. Voilà, il y a encore des choses qui manquent en Europe pour développer le tissu, enfin nos licornes, on en a quelques-unes en Europe, mais il n'y a pas le principe des fonds de pension qui investissent des milliards et des milliards comme aux États-Unis et qui te font des locomotives, même si c'est pas la meilleure boîte, ils prennent celle qui trouve la meilleure et puis ils mettent tellement d'argent qu'elle rachète tout le marché. Voilà, ça c'est pas dans l'esprit européen, on n'a pas ce type de financement, donc voilà, on regarde. Aurélien. Oui, donc l'objectif à court terme, à court et moyen terme, c'est de créer une imprimante 3D pour justement synthétiser cet ADN en 30 minutes. Donc on demandera peut-être dans 2 ans à Xavier de nous faire un hors-série sur le sujet. Parce qu'il a fait des hors-séries. Xavier, je le signale pour nos auditeurs, et qui nous fait quelques hors-séries, qui nous a déjà fait 2 hors-séries, je pense, sur son imprimante 3D, et il y en aura d'autres des hors-séries. On parlera justement matériaux destinés aux imprimantes 3D, mais ce sera avec David, avec qui nous avons déjà parlé de drones la semaine dernière, et ce sera dans les semaines qui viennent. Donc effectivement, c'est pas pour demain non plus. Je veux dire, on a plus vite fait d'imprimer des pizzas que d'imprimer de l'ADN. Je pense en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est ce qu'on appelle les biotech, c'est assez d'avant-garde et c'est des choses qu'il faut suivre, il faut garder quand même un œil là-dessus. Oui. Pour info, dans tout ce qui est médical et biotech, en général, on est quand même assez spécialisé en Belgique, on est très très bon dans le milieu. Ouais, il y a comme ça en Belgique, je pense en France aussi, il y en a quelques-unes, mais quand ça part comme ça si facilement, entre guillemets, c'est un peu gênant aux entournures, c'est vrai que c'est un peu agaçant. Enfin, passons à la suite. Toujours la lettre A, mais cette fois comme Android. Utilisez une application Android depuis votre Windows. Sébastien, je pense que c'était déjà possible, ou alors est-ce qu'on avait déjà évoqué cette possibilité il y a quelques semaines ou mois, ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Non, c'est nouveau. Cette manière est nouvelle. Alors, d'accord. La méthode est nouvelle et intéressante dans le sens où ce qui existait déjà aujourd'hui, c'est que il y a pas mal de tools que tu peux installer sur ton PC, que ce soit Linux, Windows, OS X, tout ce que tu veux, et qui font tourner un Android sur ton PC et qui te permettent de lancer une application comme si tu avais le Play Store. Bon, voilà, il y a des émulateurs de téléphone depuis assez longtemps. Et ici, c'est un partenariat Microsoft-Samsung qui est assez intéressant. Dans l'explication comment ça fonctionne. Vous êtes sur votre Windows,
Ah, si vous êtes toujours sous Windows, hein. Ça peut arriver, quoi. Et puis vous avez votre téléphone connecté et vous vous dites tiens, j'ai envie d'aller sur WhatsApp. Ah, mais je suis sur mon PC, j'ai un bel écran, j'ai un beau clavier. C'est quand même con d'aller se taper sur son téléphone. Eh bien, tu peux lancer le WhatsApp de ton téléphone sur ton écran. Et c'est l'application qui tourne sur ton téléphone, mais tu la vois sur ton écran. Alors pour le moment, tu ne peux en voir qu'une à la fois. Et c'est un peu comme si tu avais un remote desktop sur ton PC. Et tu n'as rien à installer, voilà, c'est de base, c'est prévu, le partenariat est là. Et c'est intégré directement à Windows. Alors je ne sais pas si d'autres que les Samsung le font, mais en tout cas, voilà, c'est sur le haut de gamme Samsung, tu as une petite icône qui apparaît, qu'on peut le voir sur la vidéo. Tu appuies sur la petite icône et bim, ton téléphone apparaît sur ton desktop. Ouais, fondamentalement, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Quand tu es au bureau, tu n'as pas forcément toujours envie d'être sur ton téléphone, alors que tu dois répondre à une notif d'une application que tu n'as pas sur PC. Ouais. Je trouve assez sympa. Et en fait, ce que tu pilotes quand tu cliques sur une application, sur l'icône d'une application qui s'affiche sur l'écran de ton ordinateur, c'est ton smartphone qui ouvre l'application, et ce que tu vois sur l'écran de ton ordinateur, c'est en fait une image de ton téléphone. C'est une vidéo générée par l'image du téléphone, quoi. En gros, c'est ça. C'est comme si tu lançais un TeamViewer ou un remote desktop sur ton téléphone. Ouais. C'est un screen mirroring, quoi. C'est ça. Voilà, tout simplement. Mais c'est malin. C'est un peu plus qu'un screen mirroring, parce que la façon dont sont affichées les icônes des applications, on le voit en tout cas dans l'illustration, n'est pas sous la forme d'un smartphone. C'est l'application que l'on ouvre, évidemment, à la forme d'un allongé, enfin vertical du smartphone. Par contre, le mur d'icônes, entre guillemets, est beaucoup plus élargi, et on a une vue globale des applications disponibles sur l'appareil. C'est plutôt malin. Maintenant, il faut voir jusqu'où on va pouvoir utiliser l'application. Est-ce qu'on peut déclencher des vidéos, des choses comme ça? Enfin, je ne sais pas. Il y a des limitations ou pas, ou jusqu'à présent? Alors, a priori, lancer des vidéos, tout ça devrait fonctionner. Malheureusement, et tu peux même les avoir dans la barre de tâches comme une vraie application. Mais malheureusement, pour le moment, ça a été annoncé que hier ou avant-hier, hein, c'est réservé aux utilisateurs Microsoft qui sont inscrits au programme Insider. D'accord. Donc voilà, pour avoir tous les trucs en avance Microsoft. Mais ça va arriver incessamment sous peu. Donc ça sert à rien d'aller essayer de chercher sur votre téléphone là aujourd'hui. Ça y est pas. C'est pour les prochaines semaines, les prochains mois. Bon, ça peut avoir son utilité, effectivement, quand on est en train de bosser, de ne pas devoir sortir le téléphone, le laisser poser, surtout s'il est en train de charger, des choses comme ça, tu vois, ça peut, voilà. Ouais, et puis voilà, c'est plus facile de répondre avec un vrai clavier que même si le téléphone est facile, un vrai clavier, ça reste un vrai clavier. Ça reste un vrai clavier, on envoie sans doute des SMS beaucoup plus rapidement, du coup. Voilà. C'est une bonne idée, à tester, évidemment, dès que ce sera disponible, cette fonctionnalité qui ne porte pas de nom, hein. Enfin, on ne sait pas. On n'a pas vu de nom particulier. Voilà. C'est le bidule, on va l'appeler comme ça. Voilà. Le bidule qui va loin. Voilà. Comme ça, la prochaine fois, quand on parlera du bidule qui va loin, tout le monde saura de quoi on parle. Ou pas. La lettre C, c'est comme CES. Oui, on a des nouvelles du CES, cette grande messe, on peut le dire, hein, numérique, pas que numérique, technologique, à Las Vegas annuellement. On sait qu'il y a beaucoup de rendez-vous technologiques qui ne verront pas le jour ou seront décalés, etc. Qu'en est-il du CES, Aurélien ? Oui, on a eu cette semaine donc une annonce de Gary Shapiro, le patron de l'association du CES, pour donc annoncer que le CES 2021, donc janvier 2021, serait donc de manière complètement digitale. Donc en fait, il y a une vidéo, on vous a mis les sources, hein, qui présente son annonce et qui montre que... Oui. Que donc toutes les technologies qui sont mises en œuvre au CES doivent servir à ce que on puisse avoir une expérience comme si on y était, et comme si on était au premier rang de chaque stand, et qu'on puisse avoir. Alors ça, je me suis, en lisant la news, je me suis dit, mais j'espère que les exposants du CES sont déjà au courant depuis longtemps, parce que je me doute que ça va complètement changer leur façon de communiquer.
Et l'expérience qu'ils vont devoir donner en virtuel va être très, très intéressante, je pense. Alors, pour répondre à ta question, a priori, non. Les exposants sont manifestement, en tout cas pas tous au courant, parce que j'en ai touché un mot avec Thierry Weber, qui est notre chroniqueur suisse. Vous le suivez de temps en temps chez les technos ou sur son site, etc. Et vous le savez, il accompagne une délégation suisse depuis quelques années maintenant, chaque année au CES, et il l'a appris en même temps que tout le monde en regardant cette vidéo et en lisant le communiqué dont tu viens de parler, et il a très peur du résultat, de ce que ça va donner et de ce que ça pourrait éventuellement donner. Donc tout le monde est un petit peu dans l'attente, alors que ça s'approche quand même, hein. On est bientôt au mois de septembre, donc c'est une histoire de 3 mois, quoi, hein. Donc voilà, ça reste un petit peu angoissant, en tout cas pour ceux qui comptent sur ce rendez-vous pour mettre leurs produits en avant, pour faire de la promotion justement de leur start-up nationale, etc. C'est un petit peu inquiétant, parce que de ça dépend aussi le marché futur, hein, ce qui va se passer dans l'année qui suit en termes de développement, de nouveaux produits mis sur le marché et autres. Je ne sais pas si Sébastien avait un truc à rajouter sur ce sujet-là ou pas. Mais c'est un peu ce qu'on avait lancé au tout début du confinement, en se disant certains événements annulés, ils auraient dû le passer en full digital. Ok, il a fallu le temps qu'ils réagissent, on est 6 mois plus tard. Ça m'étonne pas. Et moi, sur le fond, je trouve ça quand même assez bien, parce que de faire voyager tout le monde dans un endroit de la planète pour présenter des produits, c'est sympa humainement parce que tu les vois, mais en même temps, quelle énergie, je veux dire, tu vois que tous ces avions, tout ce matériel, d'un point de vue énergétique et économique, ça coûte. Je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça, en tout cas durant le confinement, on va dire, les 3 premiers mois, où on s'est dit, tiens, ça va permettre à des événements de se réinventer dans le monde numérique, en visioconférence, en streaming, etc. Puis, avec le temps, on se rend compte que des événements d'une telle dimension, c'est quand même un petit peu plus compliqué que simplement faire une vidéo en streaming. Il va vraiment falloir faire preuve d'imagination pour faire quelque chose, pour que l'expérience soit intéressante, agréable, porteuse pour tout le monde. On va voir quelles sont les limites. On a vu aussi pas mal d'événements se reporter de mois en mois et en fin de compte s'annuler, hein, parce qu'à un moment donné, on s'est dit qu'il va y avoir tellement d'événements au mois de septembre et au mois d'octobre qu'on ne va plus savoir où aller. C'est tellement il va y avoir. Je parle des événements pas que du CES, mais de toutes sortes d'événements, des salons, des foires, des machins, etc. Et là, on voit qu'ils sont en train d'être annulés au fur et à mesure, hein, parce qu'on sent bien que ça va être compliqué avec les restrictions qui sont encore de mise, de proposer quelque chose qui va fonctionner. Alors, est-ce que ceux qui anticipent le problème avec le numérique ont plus raison que ceux qui essayent de reporter leur événement? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira, je pense, non? Et oui, alors, mais après, pourquoi on met pas un Oculus à tout le monde pour qu'ils puissent se promener sur un vrai salon? Si tu veux vraiment voir les gens, tu peux faire des avatars assez réels, il y a moyen de faire des choses. On n'est pas obligé de faire une vidéoconférence où tu n'as qu'un gars qui présente et tu sais pas discuter avec lui. Parce que c'est ça qui va manquer aux gens. C'est de pouvoir aller voir le réseau. Gars dans son... et d'aller discuter en disant, bon, alors, ça vaut quoi ton produit? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ce que tu ne sais pas faire si tu regardes juste sa présentation. Oui, c'est à ça que je pense, moi, en termes d'expérience. Comment ça va être possible d'avoir ce contact et de pouvoir réseauter, comme on dit, hein. C'est l'intérêt, par exemple, je parlais de la Suisse, mais c'est pas les seuls, hein, les Français y vont aussi. Enfin, beaucoup de pays ont des délégations qui vont avec leur start-up, une sélection start-up, sur place pour se montrer, hein, et ils louent, cher et vilain, des espaces pour pouvoir être au contact des gens qui viennent chercher justement ce type d'informations et ce type de produits. Comment ça va se passer et comment on va pouvoir provoquer cet échange-là de manière suffisamment fluide et agréable. Ça, c'est le grand mystère. Et on attend de voir ça et on espère que personne va se vautrer. Je pense qu'il y aura de toute façon... Il y aura, entre guillemets, du déchet, hein, mais voilà, ça peut avoir son intérêt. Aurélien, encore un truc à rajouter ou non? Non, mais bon, non. Non, mais bon. Non, mais c'est vrai que tout ce qui est, tous les produits qu'on peut toucher, aussi, ça va manquer, hein, ça va manquer. Donc, moi, je pense après, que ils peuvent envoyer des échantillons à tout le monde, peut-être. Peut-être que on va revenir à ça. On va revenir à ce concept-là. Mais ça m'étonne pas que tu aies envie de toucher.
Toujours la même chose. Mais ceci étant dit, c'est vrai qu'on va revenir peut-être à des choses de taille plus concentrée. De faire des choses Question de taille. Hein. non, mais d'avoir des rendez-vous régionaux, on va dire, avec des plus petits comités d'une centaine, 200 personnes maximum, voilà, avec des ambassadeurs des marques qui viennent présenter les contenus, ou je sais pas, tu vois, des choses comme ça. Ça, c'est parce que tu vois une marque grand public. Mais Oui. ce qui est intéressant dans un truc comme le CES, où personnellement, j'allais souvent au salon Carte à Paris, où tu as tous des exposants qui viennent du monde entier, c'est de pouvoir aller voir des marques que tu ne connaissais pas, Oui. voir des produits et avoir le gars en face de toi. Et finalement, le point crucial dans ce genre de salon, c'est pas fondamentalement, oui, voir le produit, pouvoir, c'est intéressant, voir les démos, mais en général, quand tu vas voir le stand, tu sais ce que tu veux aller voir, tu sais presque directement même le produit que tu veux aller voir, parce qu'on te l'a peut-être déjà un peu annoncé avant. Mais c'est surtout que le mec qui a développé le produit, ou parfois le boss de la boîte, il est là, il est dispo. Et donc, il n'est pas caché derrière 3 secrétaires ou machin. Le gars est là, est disponible à ce moment-là. Donc, si tu trouves un moyen où, pendant toute la durée du CES, les gars sont dispo, peut-être qu'on peut trouver des solutions, hein, mais voilà. Ouais. C'est vrai qu'il n'est pas rare que sur des salons comme ceux-là, des entreprises envoient des délégations pour aller à la rencontre de fournisseurs, parce qu'on sait que là, ils sont disponibles. Et on n'y va pas nécessairement pour découvrir autre chose, on y va surtout pour aller, tiens, on va une fois aller voir, machin, qu'on ne connaît que par voie de mail, de communiqué, de machin, etc. Là, il sera là physiquement, il va faire une présentation, ça vaut le coup de se déplacer, et donc c'est là qu'effectivement, il y a à nouveau cet aspect présentiel qui peut avoir un intérêt. Ou pas, on verra comment ça va se décliner dans le numérique. N comme Neuralink. Neuralink, c'est une entreprise qu'on a déjà évoquée chez les technos par le passé. Je pense, Sébastien, que toi-même t'en avais déjà fait écho. C'est une des entreprises de Elon Musk. Oui, une des boîtes qui a pour but de fondamentalement de connecter nos cerveaux à un ordinateur. Pour plein de raisons différentes. Alors dans la base, au tout début, Elon ne voulait pas réellement donner d'informations sur ce qui se passait. Au fur et à mesure que le temps passe, Elon, on s'appelle Elon maintenant. Oui. Elon commence. Hello Elon. Voilà. Au cas où, tu vois. oui, voilà. Ouais. Il commence à donner quelques informations sur Twitter, son médium favori ou d'autres sources, et il va se faire une petite conférence spécifique sur Neuralink le 28 août. Du coup, toutes les supputations vont bon train pour dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va annoncer. Ce qu'il va annoncer, on n'en sait rien. Hein. Il faudra attendre le 28 août, donc prochain numéro, les gars. Par contre, il a quand même déjà donné quelques détails sur ce qu'il prépare et ce qu'ils espèrent dans la société. Ce ne sera pas tout pour demain. Mais de proposer une puce qu'on va pouvoir taper dans le cerveau et connecter effectivement aux machines pour pouvoir aider l'être humain à gérer, à aller plus vite en fait, à aller plus vite, parce qu'il dit le cerveau humain est capable de traiter énormément d'informations, rien que la vision c'est énormément d'informations qu'il digère, mais par contre de pouvoir aller dans l'autre sens, parler, écrire, c'est très lent. Ou accéder à des informations qu'on ne sait pas stocker, etc., ou gérer. C'est un point, et là je suis pas neurochirurgien ou tout ce que tu veux, donc je ne sais pas comment il va gérer. Gérer des états dans le cerveau, c'est-à-dire tu es en état de dépression, il te manque de la sérotonine, eh bien on stimule le cerveau à générer de la sérotonine. Bon, après, si tu n'as pas les éléments qu'il faut pour en faire, tu peux la stimuler comme tu veux, elle ne viendra pas. Mais en tout cas, il y a toute une volonté de faire plein de choses, que ce soit dans le médical ou dans le privé. On s'est dit, on peut très bien aussi t'envoyer de la musique directement dans le cerveau. Donc, il va déjà assez loin, alors qu'en même temps, c'était un sujet que j'avais évoqué il y a quelques mois ici dans un numéro. L'état de l'art actuel, 2 gars qui jouent à un Tetris, c'est un peu la seule chose qu'on arrive à faire comme interaction avec un cerveau humain. On arrive à savoir qu'il veut tourner la pièce vers la droite, la faire descendre, et c'est tout. Donc je trouve ça assez ambitieux, et je suis assez curieux de savoir ce qui va nous sortir réellement, parce que
alors ça a un côté science-fiction, et puis il y a tellement de gens qui ont besoin de ça. Oui. Parce que nous, on voit, on parle, on écrit, pas de soucis, enfin, on voit plus ou moins. Mais après, tu as des gens qui, effectivement, n'ont pas la possibilité de se déplacer, ont des maladies graves, dégénératives, Parkinson, et il sort tout plein de... c'est une boîte de Pandore avec tout plein de promesses en disant on va pouvoir régler ça et ça et ça. Donc là, c'est quand même un peu dangereux de pas donner trop d'espoir aux gens. Mais Oui, parce que c'est assez amusant, parce que quand tu lis, enfin en tout cas, moi j'ai vu plusieurs articles et chaque fois c'est la même chose, on relate entre guillemets le fait, par exemple, je prends juste cet exemple-là, où il dit qu'on pourrait envoyer de la musique dans la tête des gens directement, mais à aucun moment il parle par exemple d'aider les gens qui sont sourds. Tu vois, alors qu'avant d'envoyer de la musique, je pense qu'il y a peut-être mieux, enfin même si la musique c'est très chouette, mais d'un point de vue plus médical, on va dire, envoyer de la voix déjà ce serait top, quoi, tu vois. Oui, mais il parle de l'un ou l'autre problème que effectivement ces puces peuvent régler, pourraient régler potentiellement. Ouais. Donc, mais effectivement, la surdité, est-ce qu'on peut régler la surdité avec ça? Bonne question. Est-ce que tu peux régler un problème de vision et envoyer directement l'info au cerveau? Par exemple. Pourquoi pas? Oui. Ça fait beaucoup de trucs. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait une grosse puce. Ça va faire une grosse puce. C'est bon, c'est comme la réalité virtuelle. Tu vas devoir avoir le PC dans le sac à dos derrière qui traite tout ce qui t'envoie la puce. Et le groupe électrogène, etc. Voilà. On n'est pas loin de Matrice, finalement. Oui, c'est pas très loin, mais c'est pour ça que j'allais dire, il faudra quand même un encadrement au niveau éthique assez costaud, quoi, parce que à partir du moment où la puce elle est placée, alors là je sens qu'il y a tous ceux qui pensent déjà à tout ce qu'on peut faire déjà avec la 5G. Donc, si on leur parle de ça maintenant, mais alors on va en rejeter 12 louches, quoi. Ça va être compliqué à gérer derrière. Partant du principe que ça puisse fonctionner, on va dire ça comme ça, il va falloir faire en sorte quand même qu'il y ait des garde-fous, et pour pas qu'on en fasse n'importe quoi. C'est ça que je voulais dire. Oui, et alors il y a quand même un dernier point qui est drôle, justement dans le type garde-fou, c'est que Elon Musk veut d'une certaine manière une symbiose avec l'intelligence artificielle. Oui. Alors ça me fait assez sourire parce que en même temps, Elon Musk est un des plus grands détracteurs publics de l'intelligence artificielle. Donc qu'après ils disent, mais ma petite boîte, elle va vous aider à carrément connecter votre cerveau avec de l'intelligence artificielle. Oui. Ouais, là je sais pas trop. J'ai très confiance en l'intelligence artificielle, mais de là à connecter mon cerveau avec... Peut-être avec sa vision de ce que devrait être l'intelligence artificielle, parce qu'il n'est pas réellement contre l'intelligence artificielle, il est contre ce que disent certaines personnes. Enfin, entre guillemets, voilà, il y a plusieurs discours différents, il n'y a pas qu'un discours sur l'intelligence artificielle, et c'est clair qu'il met en garde beaucoup de monde par rapport à une certaine vision de ce que devrait être l'intelligence artificielle. Avec sa vision, peut-être que ça devient tolérable. Peut-être. Aurélien, tu voulais rajouter un truc? Oui, c'est juste quand tu auras plus de cœur dans le sac à dos que dans le corps humain. Oui, ça, c'est bonne réflexion, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Je vois Sébastien qui réfléchit encore. Et quand t'as plus de batterie, il y a plein de trucs, ça va être intéressant. Ouais. Voilà. Bah, les pannes de cœur. Les pannes de cœur. Ça va remplacer les pannes de cœur. De vous à moi, si grosso modo, le truc est sans risque, personnellement, un petit trou dans la tête, c'est pas non plus ça qui m'arrête. Hein. Ah, tu te laisserais tenter, toi. Alors, je me demande, tiens, à ce propos, dans nos auditeurs, parce qu'il y a des groupes de transhumanistes qui existent dans quelques pays comme ça, où les mecs s'implantent une puce sous la peau, RFID, pour pouvoir rentrer chez eux, etc. Bon, je trouve que le truc est encore assez fort rudimentaire, parce qu'au final, c'est un simple tac RFID, comme j'en ai tapé un dans mon chien, tu vois. Et bon, le chien ne sait pas ouvrir la porte pour autant. Voilà, donc ça, c'est un truc. Mais d'une certaine manière, je trouve assez sympathique l'idée d'utiliser la technologie pour améliorer l'être humain, parce que tu peux rien faire. Ton corps, il est ce qu'il est. Tu sais pas courir plus vite, tu sais pas
peux porter des trucs plus lourds. Vas-y, tu peux faire de la muscu, mais tu vas jamais réussir à porter un truc de 500 kilos. Enfin, toi, Oui, peut-être. tu ne deviens pas un surhomme pour autant, c'est ça que tu veux dire. Voilà, tandis que si tu peux utiliser la technologie pour pallier des problèmes, enfin des limitations du corps humain, bah moi je trouve ça assez intéressant parce que voilà, après où est la limite? Oui, parce que tu évoquais cette image de Matrix. Ça voudrait dire qu'on puisse aussi aller dans les deux sens, c'est-à-dire rentrer dans l'ordinateur, enfin tu vois, être dans la machine à un moment ou à un autre. Enfin, c'est très bizarre comme réflexion. Enfin, ça tord un peu l'esprit, quoi. Il faut se poser 2 secondes déjà et se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire avec toute cette technologie une fois qu'on a la puce dans la tête. Regarder du porno. Dans un ascenseur, par exemple. Voilà, c'est inévitable. C'est la première chose à faire. Voilà, je pense qu'il y a certains députés français qui sont très d'accord avec toi. Voilà. Mais... c'est petit. Bah, c'est une réalité. Ça a été dit au niveau de la 5G en tout cas. Maintenant, effectivement, quand on voit les levées de boucliers de certains par rapport justement à la 5G et à ces technologies-là, on peut s'attendre à ce que les réseaux sociaux s'enflamment une nouvelle fois. Là, pour l'instant, pour tout le monde, c'est encore un peu de la science-fiction. C'est pas vraiment. C'est Elon Musk en plus. Voilà. Donc, attendons encore un petit peu. Hein, on va attendre. Dès que t'es prêt, tu le dis. Et on t'envoie. Voilà. Hein. P, la lettre P comme piratage, tout le monde s'y est un petit peu mis, j'allais dire, pas vraiment, mais Garmin, Ledger, voilà, ce sont des sociétés qu'on pensait ne pas avoir de soucis un jour, en tout cas en ce qui concerne Ledger, avec la sécurité, hein, parce que c'est un peu leur métier à eux. Malgré tout, Aurélien, ils y sont passés, quoi. Oui. Alors, oui, il y a eu deux gros hacks ces dernières semaines. C'est Garmin, donc marque que tout le monde connaît, de sport connecté, de montres, de trackers. Et d'un coup d'un seul, plus rien. Hop, rideau sur le site, rideau sur les serveurs, rideau sur les lignes de prod, rideau sur les call centers, enfin tout quoi. Rideau. Donc, rideau complet. Mais rideau complet. Hein. Alors, j'ai entendu un reportage ce matin encore où il disait les gens qui sont en train de faire des randonnées à vélo sur plusieurs jours, qui ont tout leur itinéraire de tracé, le matin ils se lèvent et il n'y a plus rien. Oui, c'est ça. Donc assez problématique. Et alors, si on gratte un peu, alors il y a une chape de plomb au-dessus de tout ça, on ne sait pas trop qui a le droit de parler, qui n'a pas le droit de parler. A priori, c'est bien un ransomware, hein, quelqu'un qui a crypté les données de tous les serveurs de Garmin contre une rançon. Donc, il y a un gros doute. Hein, a priori, Garmin aurait payé plusieurs millions d'euros pour récupérer les données. Ça encourage les gens qui font ça. Hein, donc, moi, je suis pas trop d'accord, mais voilà, ça bloque quand même une société et c'est quand même embêtant. C'est une marque qui avait dans le monde du sport. Qui avait une bonne réputation et ça fait une petite tâche un peu sale. Et là où c'est encore pire, c'est que Garmin, il y a du produit Garmin pour la localisation des avions et le trafic des avions. Et ça, rideau aussi. Ça fait moins rire. Hein. Oui, c'est quand même encore un peu plus embêtant que pour le cyclotouriste. Ça, c'est clair. Donc, c'est toute la synchronisation avec les serveurs Garmin, tous les serveurs Garmin qui sont touchés. Donc, je sais pas si je trouve qu'on en voit de plus en plus, malheureusement, ce genre d'attaque. Est-ce que les gens payent, ne payent pas? Est-ce que, comment ils ont fait pour retrouver leur data? Je ne sais pas. Mais on saura jamais, je pense. Mais il vaut mieux pas savoir en même temps parce que effectivement tu as raison, c'est un petit peu comme dans les cas de kidnapping et des choses du genre, on évite de dire qu'on a payé si c'est le cas, hein, ce qui n'est jamais prouvé, pour éviter justement qu'il y ait une surenchère, quoi, qu'à un moment donné on se dit si ça a marché une fois, ça marchera une seconde fois et on va faire monter la cote quelque part. Sébastien, d'après ce que toi t'as lu ou vu, tu cherches l'info encore là maintenant.
payé, oui, ils ont payé. Ils ont payé, donc voilà, alors on peut comprendre dans l'urgence, tu pars au plus pressé, et puis après, il y a sans doute enquête, et voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même très très gênant pour un tas d'autres sociétés aussi, peut-être pas pour eux, mais pour d'autres, qui risquent du coup d'être aussi dans le viseur. On leur demandait que 10 millions pour tu vois, pour le risque et la réputation qu'ils sont pris dans les dents. 10 millions, pour Garmin, c'est pas non plus la fin du monde. Ouais. Hein. Bon, je pense qu'il y a les pertes sont beaucoup plus importantes et ça c'est clair. Malgré tout, c'est quand même pas un chouette signal à donner, quoi. Non, mais c'est étonnant qu'ils aient pas réellement de backup de trucs décentralisés. Ouais. Enfin oui. Après, quand tu as un énorme data, Facebook, tu peux pas espérer non plus qu'ils aient un backup à côté. Hein, donc, oui, c'est ça, voilà. Plus ta taille est... Enfin, tu prends un volume, le multiplié par 2, ça devient complètement délirant. Et je me rappelle qu'ici même, un chroniqueur bien connu, son prénom, je pense que c'est Sébastien, nous avait dit, Sébastien, qu'aucun système n'était... Non, il y a ça, il y a l'histoire des backups, et qu'aucun système n'est inviolable, surtout. Donc... Non, mais après, il y a moyen, quand ça dépend de ton volume de données, mais il y a le proverbe dit que les vrais hommes ne font pas de backup et les vrais hommes pleurent aussi. Oui. Donc, ça va de pair. Des backups, ça va de pair. Il y a moyen de faire des backups si tes données sont limitées et qui peuvent te protéger de ce genre d'attaque. Si tu fais un backup, tu dois avoir du backup décentralisé sur des machines qui ne sont pas accessibles à partir de tes productions. Oui. Donc c'est eux qui doivent avoir accès à ta production, qui doivent pouvoir tirer son backup et qui doivent le journaliser pour pouvoir revenir en arrière en disant ok. Donc il y a moyen de trouver des trucs, mais évidemment si tu as des pétas de données, là ça devient plus problématique de les doubler. T'as raison. Ça coûte énormément d'argent. Et les restaurer rapidement, c'est pas évident non plus, je pense. Les mettre à disposition aussi rapidement qu'un claquement de doigts, quelque part. Sinon, ça n'a pas d'utilité. Si ça prend 2 semaines pour les ramener... tu parlais de décentralisation, Sébastien, ça me donne une transition toute trouvée, parce que l'autre grand piratage, entre guillemets, c'est Ledger. Ledger, je le rappelle, ce sont les wallets destinés aux crypto-monnaies. Je dis pas de bêtises, on avait parlé de ça avec Xavier. J'ai vu Xavier entre nous qui a fait « Oh non !» et on comprend pourquoi. Il n'a pas écrit « Oh non !» Non, c'est comme le oui mais non. Donc là aussi, des millions de données, des données de clients pour le coup qui ont été dérobées. Ouais. Oui, donc adresse mail, nom, prénom, adresse postale de 1 million de clients en Ledger sur leurs 2 millions de fichiers clients a priori. C'est tous les gens qui avaient acheté des produits Ledger sur le site ou qui étaient abonnés à la newsletter. Et il y avait une petite clé qui était pas bonne dans les codes de JavaScript du site. Et là, le gars, il a siphonné toute la base client. Donc, il n'y a pas de... Ça, c'est ballot. Bon, déjà, il n'y a pas de danger sur les cryptos qui sont sur les portefeuilles de ces clients-là. Et si jamais vous recevez un mail de Ledger, vous se faisant passer pour Ledger, vous demandant votre clé à 24 mots, là, oui, donc ça c'est exclu. Surtout, exclu. Surtout Ledger ne demanderait jamais ça. Mais bon, pour une boîte qui fonde sa réputation sur sa sécurité, sur la sécurité de vos crypto-monnaies, pareil. Je repense de nouveau à Thierry Weber, notre ami suisse. Je le salue au passage, qui un jour dans une chronique avait dit Ledger. Typiquement, ces startups auraient dû être suisses. Je pense qu'ils ne pensent plus la même chose aujourd'hui. Voilà. Mais on comprend pourquoi, évidemment, il disait ça. Mais c'est clair qu'à partir du moment où ton image est légèrement écornée, ça a un coût aussi, in fine, au niveau commercial. Ça va pas bien les aider, quoi, Sébastien. Écoute, ça me fait rire parce que j'ai posté, mais c'est genre quelques minutes avant qu'on lance l'enregistrement, une news qui est tombée sur Ledger, qui non seulement effectivement s'est fait piquer ses data, mais a une faille où on peut piquer ton pognon. Donc les portefeuilles sont malheureusement vulnérables à une attaque parce que les applications sur le portefeuille ne sont pas cloisonnées. Alors, je vous renvoie à l'article qu'on mettra dans
sur le site, hein, comme il est toujours, lestechno.be, vous pouvez aller voir toutes les références pour aller lire tous les détails si ça vous intéresse spécifiquement. Mais donc, les applications ne sont pas cloisonnées, et au moment où tu vas signer une transaction pour pouvoir envoyer ou recevoir une crypto, un altcoin, et ben pendant ce temps-là, tu auras signé qu'on t'a siphonné tous tes bitcoins. Ah oui. Et tu ne l'auras pas vu. Et donc, il y a un développeur, et c'est là que ça commence vraiment à entacher pas mal la réputation de la boîte, c'est qu'il y a un développeur qui a remonté cette problématique début de l'année passée à Ledger. Ledger lui a dit « ouais, pas vraiment un problème ». Et donc ils ont nié pendant plus d'1 an. Le gars a insisté, il s'est fait remballer plusieurs fois. Puis il a dit bon bah tant pis, je le publie parce que les gens doivent le savoir. Donc il a publié donc, janvier 2019, hein, c'est pas juste il y a quelques mois. Donc il y a 1 an et demi que le mec le crie à la boîte. Donc il a publié sur GitHub en disant bah voilà, ça c'est l'exploit les gars, c'est l'exploit. Et donc maintenant effectivement ils admettent qu'il y a un problème, qu'ils vont corriger, mais que vous inquiétez pas, on va pas tout vider tout de suite, mais ne signez pas tout et n'importe quoi, et utilisez ils sont pas cons non plus, utilisez du coup une clé par type de coin, comme ça on ne peut pas vous voler les coins qui sont à côté. Donc si tu veux faire de l'Ethereum et du Bitcoin, ben, t'as qu'à en acheter 2. Oui, c'est un argument intéressant. Ça casse quand même un peu le truc. Hein. Oui, non, c'est à côté de ça, le premier cas juste avant, bah, finalement c'est pas très grave, hein, se faire voler une base de données de clients par rapport à ce genre de hack là ou sur la même semaine, ça fait mal. Sur la même semaine, ça fait quand même, voilà, c'est pas super. Ça, Xavier l'a pas encore lu. J'espère. Coucou Xavier, fais gaffe, hein, fais gaffe. Et quand tu l'as publié, j'ai entendu un gros boom. Je pense qu'il est tombé de sa chaise. Et il n'est pas le seul, à mon avis. Ça fait, voilà. Mais voilà, et une fois de plus, c'est là toute la difficulté. Les crypto-monnaies, déjà, c'est quelque chose qui, pour beaucoup de gens, alors, tout le monde ne le comprend pas le concept, même si plein de gens s'y intéressent, qu'en plus on rajoute cette couche de flou quelque part pour le non-initié, ça ne va pas aider non plus. Enfin, personne n'est aidé dans ce genre de cas. Et monsieur, je vais pas dire monsieur tout le monde parce que c'est pas monsieur tout le monde qui a un ledger et qui achète des crypto-monnaies, etc. Mais malgré tout, il doit quand même se poser plein de questions et se dire oulala, où on est là, comment est-ce qu'on fait parce qu'il ne maîtrise pas tout, quoi. Attention qu'il y a eu des news très très intéressantes pendant l'été ici. C'est que par exemple maintenant les banques américaines ont le droit pour leurs clients de stocker des cryptos. D'accord. Donc demain c'est peut-être pas effectivement un ledger, mais ta banque classique sur ton compte, sur lequel tu vas pouvoir stocker tes crypto-monnaies. Et là, avec toutes les garanties qui vont, c'est la banque, elle le stocke, ça fait avoir. C'est peut-être ça le nouveau métier de la banque en fait. Voilà. Peut-être, voilà, ça il faudra en parler avec l'autre Sébastien, qui était notre spécialiste crypto, qui malheureusement ne fait plus, n'est plus actif en tout cas dans l'équipe. On considère toujours qu'il fait partie de l'équipe, mais il a sa vie aussi, et donc on va lui envoyer un petit message et on va voir si on peut pas avoir une petite discussion avec lui, voir son point de vue sur cette question-là. Ce serait intéressant. Ouais, mais les banques pure online, si tu prends un Revolut N26, je pense qu'ils le font aussi, et d'autres, tu prends un portefeuille Revolut, en 3 secondes, tu as tes fonds qui étaient en euros, tu les as transférés en dollars, ou tu as créé un truc dans une autre monnaie, ou tu as acheté des cryptos, parce que tu peux aussi stocker des cryptos, c'est eux qui les stockent pour toi. Tu peux acheter de l'or, tu peux acheter de l'argent, tu peux acheter des actions, et tout ça d'une facilité, 3 clics sur une application. Donc effectivement, la banque aujourd'hui te permet plus de stocker tout ce qui est de valeur, mais qui peut être numérisé. Et pourtant, l'or, c'est pas numérisé, mais ils vont le mettre, un petit morceau d'or, réellement dans une banque pour toi. Et comme je voyais cette semaine, le problème de l'or, c'est qu'avec de l'or, tu peux pas acheter une pizza, tandis qu'avec des bitcoins, oui. Eh ben, c'est pas vrai, parce que tu vois, justement, si tu vas stocker de l'or sur des banques, j'ai rien avec Revolut, mais sur une banque comme Revolut, tu mets tout ton argent dans de l'or, tu fais un paiement avec une carte de crédit à eux, ils va le déduire de ton or.
D'accord. Donc tu payes en euros, mais avec de l'or. Donc derrière, il y a la transaction, j'ai vendu une partie de mon or. Automatiquement. Ouais. D'accord. Ouais. Mais Aurélien. alors, je suis pas un spécialiste, mais je sais qu'il y a, c'est comme des plateformes comme eToro et ces gens-là. C'est le principe, c'est CFD, c'est que en fait, quand vous achetez une action, vous achetez des bitcoins, c'est pas réellement vous qui les détenez. Vous détenez des parts des bitcoins qu'ont ces plateformes-là. Et en fait, ils font sa marge sur la différence des gens qui achètent et qui vendent au cours de la même journée. Je suis pas un spécialiste, mais j'ai suivi un podcast là-dessus. À creuser. Très intéressant. Franchement, oui. Et bon, est-ce que ça veut dire que c'est la fin de Ledger? J'en sais rien, mais c'est la fin des wallets physiques. Je sais pas. Mais il y a moyen de faire autrement. Ouais, peut-être. Pour monsieur tout le monde, c'est pas facile, hein, le wallet physique. Quand on voit la démarche, on l'avait détaillé, hein, je pense même dans un hors-série avec Xavier, c'est vrai que c'était un vrai parcours du combattant, j'allais dire, mais sans aller jusque-là, mais il faut quand même, il y a une procédure assez longue à faire, enfin assez fastidieuse, on va dire. C'est pas quand on voit la facilité, effectivement, tu parlais des néobanques, la facilité qu'on a aujourd'hui d'ouvrir un compte dans une néobanque par rapport à ça, bah il y a un monde de différence. Ça, on est bien d'accord. Mais affaire à creuser, effectivement. Si vous, de votre côté, vous avez des compétences dans le domaine, n'hésitez pas à commenter et à nous laisser le fruit de votre science dans les commentaires. On sera un plaisir de vous lire et on va essayer de trouver plus d'informations un peu plus pointues auprès de Sébastien, entre autres, peut-être pour les semaines qui viennent, ou en tout cas pour la rentrée au plus tard, parce que voilà, ce sont des questions qui sont soulevées et auxquelles on n'a pas toutes les réponses, il faut bien le dire, il faut le reconnaître quand c'est comme ça. On passe à la suite, allons-y. La lettre S comme Samsung qui fait plein de nouveautés. Il y a du Galaxy Z Fold 2, du Galaxy Tab 7, machin, etc. Sébastien, t'as gardé un petit œil. Un petit œil attentif sur ces nouveautés, non? Semi-attentif. Hein. Semi-attentif. Faut être honnête, hein, parce que c'est les vacances, etc. Alors oui, donc ils ont sorti des trucs, là, voilà, c'est juste pour le dire, ils ont sorti le Galaxy Note 20 et 20 Ultra, plus grand, plus beau, plus cher, tout ce que vous voulez, j'ai pas été dans les détails, cela ne m'intéresse personnellement pas spécialement, donc voilà. Et ce que je trouve très drôle, c'est qu'ils continuent à sortir et à croire dans leur tablette, donc ils continuent à mettre en face d'Apple leur Galaxy Tab, la S7 et la S7 Plus, avec des stylets, donc ils sont vraiment, si tu veux de l'Android, tu as de l'Android par rapport à l'Apple, sur des prix qui sont quand même aussi plus de 1000 balles sur des grandes tablettes. C'est quand même un des derniers constructeurs à croire dans le format, hein, et à investir quasi chaque année dans une nouvelle tablette. C'est difficile, enfin, très honnêtement, je te donne mon opinion, c'est difficilement compréhensible pour moi, très honnêtement, quand on voit la qualité de l'iPad, il faut le dire, hein, de la gamme iPad, j'irais même jusqu'à dire, la qualité du produit, je dis qualité, c'est les qualités intrinsèques du produit, ce qu'il offre aux consommateurs. Que je mets à côté de ça, on va mettre quelque part la surface de Microsoft, même si c'est pas une vraie tablette, c'est un form factor entre guillemets, portable, facile, machin, tactile, sur le côté. À côté de ça, les Galaxy Tab, mais c'est des cale-portes, quoi. Enfin, je veux dire, je suis méchant, hein, mais à quoi ça sert, quoi? Franchement, mais avis personnel, voilà. Je me suis fait plein d'amis. Oui, je plein d'amis. Ils continuent à investir et en même temps, quand ils poussent leur DeX sur les téléphones et quand tu le fais tourner, Samsung DeX, donc c'est ce qui te permet d'avoir un desktop en utilisant ton téléphone connecté sur de l'HDMI avec un adaptateur USB-C quelconque. T'es plus proche d'une expérience pure desktop, donc avec une barre de tâches, un machin, etc. Donc, ma foi, si leurs tablettes vont vers ça, t'es proche de ce que fait un Windows, à part que t'es sur de l'Android, pourquoi pas. Mais là, on est toujours sur des interfaces classiques, comme tu avais sur les tablettes Android 3 ou 4 d'il y a quelques années. Donc, je suppose qu'ils ont toujours un marché, hein, sinon, ou c'est juste pour la gloire qu'ils le font.
Peut-être qu'effectivement, tu as des marchés plus localisés, parce qu'il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que la Belgique. Ou professionnels. Tu as raison. C'est possible que dans certains secteurs d'activité, on apprécie d'abord d'utiliser de l'Android. Là, c'est l'OS qui est gagnant, quelque part. C'est la liberté d'accès. La liberté d'accès, de développement, de tordre l'OS pour en faire ce qu'on veut, quelque part. Pourquoi pas, peut-être. Mais pour le grand public, consommateur pour le jeu... Ouais, peut-être, et encore, moi là je suis pas connaisseur, mais au-delà de ça... je pense que c'est vraiment du milieu du professionnel, et d'ailleurs le prix c'est du professionnel. La 7 Plus c'est 949 € ou 1149 si tu veux de la 5G, et si tu montes à 256 Go, t'es déjà à 1200 €, enfin tu vois, tu vas pas acheter ça pour une tablette chez toi, ça n'a aucun sens, c'est vraiment un usage pro. À côté de ça, je reviens sur l'iPad de l'autre côté, où tu peux en faire un moins cher, on est dans les mêmes tarifs, et on a un objet de loisir bien étudié, bien foutu, avec un écosystème qui va bien. Enfin voilà, à un moment donné, il faut s'avouer vaincu peut-être sur certains marchés. Peut-être qu'effectivement, ce n'est pas le marché du grand public qui vise avec leur tablette chez Samsung. On peut l'entendre. Ouais. Alors, ils n'ont pas sorti que ça, ils ont encore sorti des écouteurs. Voilà, vous pouvez aller voir, ça m'intéresse pas, donc j'ai pas regardé les Galaxy Buds Live. Donc, je suis désolé, les écouteurs, ça m'intéresse pas. Une nouvelle montre, la Galaxy Watch 3, sur lequel, ça existe toujours. On fait toujours des montres connectées. Et le retour de cette année, la grande tendance pour la rentrée, c'est la bague rotative qui revient. Donc voilà. On est dans la grande évolution, on s'accroche quoi. Et le Galaxy Z Fold 2, donc le truc pliable qui coûtait un avion de chasse. Toujours un avion de chasse. Les prix ne sont pas encore communiqués, ce sera pour septembre. Donc pour le moment on a juste les infos sur le truc, et c'est toujours un truc pliant. Ils ont revu la charnière, ils ont vu les écrans, ils ont vu etc. Fondamentalement, ils ont mis un peu d'huile dans la charnière. Oui, fondamentalement j'ai pas vu, ou alors je l'ai raté, un truc qui dit vraiment ok, c'est une énorme révolution. Non, c'est une évolution du précédent qui corrige les premières erreurs. Voilà, par contre peut-être que toi oui, mais moi j'ai vu personne utiliser ce téléphone, j'ai vu personne en eu. Vu le prix, voilà, et par ailleurs, de nouveau, je vais me faire passer pour le méchant de la bande, mais je ne comprends toujours pas l'intérêt de mettre de la mécanique là où il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'on était très content d'avoir des smartphones où, pour le coup, on n'avait plus de charnière, tu vois, à la Motorola ou d'antenne à extraire ou des machins comme ça. On était très content de ça, et tout d'un coup, on se dit, tiens, on va rajouter une charnière, tiens, rajoutons un truc un peu fragile. Je suis pas d'accord avec toi, par contre. Moi, je suis d'accord. Je vais te dire que je suis d'accord avec moi. Ça n'a pas de valeur. Je suis très d'accord avec moi-même. Mais voilà, moi je trouve que ça n'apporte rien. Voilà. Mais c'est à vie personnelle, une fois de plus. Ça dépend comment tu consommes ton téléphone, tu vois, comment tu l'utilises. Si c'est pour téléphoner, les applications, etc. Quand tu commences à regarder de la vidéo, ou que t'es deux, ou machin, si tu peux avoir un écran plus grand, tu le déplies, et tu peux avoir des usages qui sont plus importants que sur le petit écran, même s'il est déjà grand. Évidemment, donc, mais c'est un autre usage à ce moment-là. C'est plus convivial. Oui. Parce que j'ai souri intérieurement quand tu dis si tu es deux, oui, tu le déchires, tu donnes la moitié à l'autre personne. Non, chacun de son côté, tu regardes, tu vois. Si tu le tiens. Je suis pas trop d'accord. Pas ce prix-là. Mais voilà, c'est ça. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, ou la chandelle, je sais plus comment l'expression exacte. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est à un moment donné, on arrive dans des tarifs où est-ce que la fonctionnalité vaut ça. Non, mais t'es obligé de passer par là, et que les mecs payent pour pouvoir payer la R&D, pour faire baisser le prix. Pour faire baisser le prix, pour arriver à d'autres usages. La télé qui se plie, moi je trouve ça assez sympathique. Cette télé qui est 99% du temps éteinte, noire dans le salon, c'est moche. Bien si sûr. Au lieu de ça, la télé, elle peut monter et que tu peux la déplier, Alors on parle de la télé qui s'enroule, hein, qui s'enroule. Ouais. C'est différent comme usage, mais tu es obligé d'investir dans les écrans souples, donc voilà, ça fait avancer le schmilblick. Pour le moment, si s'il y a des gens que ça amuse, voilà.
Moi, voilà, j'ai dit ce que j'en pensais. Après, chacun peut avoir son opinion. Et d'ailleurs, je vous invite à la partager, votre opinion, sur les commentaires, soit sous cette vidéo sur YouTube ou sur notre blog, lestechno.be. Vos commentaires sont évidemment toujours les bienvenus. On peut en discuter. Moi, si j'entends des arguments qui tiennent la route, je suis content. Hein. Franchement, je suis pas là non plus pour je sais qu'on a on a quelques fanboys de la marque dans nos auditeurs. Qui n'hésitent pas, avec des vrais arguments. D'ailleurs, je me rachète. C'est un Galaxy, hein, ne me frappez pas, c'est un Samsung. Oui, mais c'est ça, voilà. On sait que tu es actionnaire de la marque, d'ailleurs. Hein, tu as un compte en Corée et tout. Donc, il y en a qui vont le croire. Est-ce qu'on a parlé du Galaxy Note 20 ? On a parlé, oui, je l'ai dit, mais oui, ça en a parlé. Ils l'ont lancé, le Note 20 et le Note 20 Ultra. D'accord. Je suis désolé, ce chapitre-là, je l'ai skippé, ça me... Ouais, de nouveau, c'est la raison, entre guillemets, je fais une petite parenthèse, mais c'est la raison pour laquelle, déjà, ça fait longtemps chez les technos, on ne suit plus les keynote Apple qui traitent d'iPhone ou même d'iPad, hein, soyons honnêtes. Pourquoi ? Parce qu'il y a souvent rien à en dire, c'est des évolutions, c'est rarement des révolutions, et même si dans certains domaines on peut comprendre que des chaînes YouTube ou des podcasteurs se focalisent peut-être par exemple sur l'aspect photographique, le nombre d'objectifs, etc., du smartphone, on peut comprendre qu'ils s'y intéressent de plus près parce que c'est leur business, entre guillemets. Nous, on traite de l'actualité de manière assez générale, même si elle est technologique, ça reste très, très large. Et donc, nous, on n'a pas grand-chose à rajouter à ce qui a été déjà dit par d'autres sur des points... Non, il y a plein de trucs à trouver sur la toile là-dessus. Le point amusant, comme tu le disais au tout début du podcast, quand même là-dessus, c'est que on est au mois d'août, on est le 5 août, 6 août en fait même, c'est marqué quelque part. Hein. C'est marqué là. C'est marqué. Ah, c'est écrit tout petit. C'est marqué là. Avec le contraste. Voilà. C'est ça. Et une grande marque fait des conférences pour annoncer des produits majeurs. Oui. C'est des produits majeurs quand même pour la marque. Oui. Donc cette année est vraiment... C'est une année très étrange et effectivement, c'est la raison aussi pour laquelle on a pris la décision de faire au moins un épisode toutes les 2 semaines pour traiter de l'actualité, parce que d'habitude, depuis 6 ans, 7 ans maintenant, on proposait un épisode intermédiaire, rappelle-toi, premier jeudi d'août ou dernier jeudi de juillet, pour traiter de l'actualité du mois de juillet, et on avait même des fois du mal à remplir l'épisode tellement il y avait peu d'annonces. Ici, je pense qu'on aurait pu faire un épisode chaque semaine, mais on n'avait pas les forces vives nécessairement disponibles pour pouvoir le réaliser, parce que chacun a aussi le droit à ses vacances et à se reposer. Donc voilà, c'était un choix qu'on a fait, mais on n'y attendait pas vraiment à ce point-là. Pas à ce point-là. Et voilà, pas à ce point-là. Et donc, voilà, c'est très particulier. Et c'est pas que dans le domaine technologique, j'ai l'impression, quand on regarde un petit peu l'actualité de manière générale, dans d'autres domaines, économiques ou autres, il y a des entreprises, tout le monde travaille, les entreprises communiquent sur leur contenu, comme si pendant les 3 mois entre mars, avril, mai et même un peu juin, tout le monde s'était un peu bâillonné, et que du coup, il fallait un peu rattraper le temps perdu. Voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Du coup, est-ce que c'est la tendance pour les prochaines années, ou est-ce que c'est un cas unique ? Est-ce que ça va être redondant ? Enfin, pas le corona, hein, on va essayer d'éviter. Oui, je voyais déjà Aurélien se dire « Oh non !» Mais non, alors, est-ce que ce rythme-là ne va pas devenir quelque part un classique quelque part. On pourra se poser la question, il faudra voir les retombées aussi pour les marques, sur ce qu'elles communiquent, etc. Bon, on peut passer à la suite. Vous allez rigoler, vous allez voir. Non, c'est pas une erreur. C'est S comme Samsung encore, parce que Sébastien, ou S comme Sébastien d'ailleurs, hein, parce que Sébastien veut encore parler de Samsung. 3 ans de mise à jour sur ces téléphones, c'est ce qu'ils promettent en tout cas. Ouais, c'est cool. Et donc ils reviennent en arrière jusqu'au Galaxy S10. Parce que bon voilà, c'est rare en général qu'ils reviennent sur plein de vieux téléphones, mais donc ils annoncent qu'à partir de maintenant, tous les téléphones ils vont le supporter pendant 3 ans pour les mises à jour, contre 2 auparavant, donc on a gagné 1 an, c'est cool. Et donc voilà, le S10 devrait avoir droit à Android 11 et 12, ce qui est cool.
C'est sympa, comme ça on utilise nos téléphones un petit peu plus longtemps. Voilà, c'est un peu tout sur la news, mais je voulais quand même la mettre juste à part parce que je trouve que ça c'est quelque chose de positif, c'est un engagement. Voilà, et c'est ce que le consommateur veut finalement, continuer à utiliser ses téléphones surtout, longtemps. Plus longtemps et en ayant, enfin en tout cas, même si c'est pas nécessairement, si c'est pas nécessairement plus longtemps, c'est en tout cas avoir quelque chose de clair, savoir jusqu'où on va, et pas se retrouver au pied du mur à un moment donné en disant votre téléphone c'est devenu un sous-boc. Sous-box, c'est le truc qu'on met en dessous de la chope, c'est un truc d'alcoolique. C'est parce que voilà, on a décidé ce matin que la nouvelle version, elle tournerait pas sur votre appareil. Ça, c'était le passé. On a été plus ou moins quelques-uns quand même à se faire piéger sur de fausses vraies annonces du genre. Je me rappelle des heures de gloire d'HTC où ils te promettaient que leur appareil fonctionnerait au moins jusqu'à la version 6 ou 7 d'Android à l'époque, et qu'en bout de course, tu te rendais compte que tu allais rester avec ton Android 5 jusqu'à la fin de la batterie de la machine, quoi. Donc on est proche du mensonge, quelque part. Là, on a un contrat. Comme d'ailleurs Apple le fait aussi quand ils te disent voilà, notre nouvel OS il va tourner jusqu'à tel appareil, le 5SE ou que sais-je, voilà. Là c'est clair, on peut râler, on peut dire oh mais moi j'aurais bien voulu, parce qu'évidemment celui qui a l'appareil juste un petit peu avant, tu vois, celui qui était ici à 3 ans et 1 mois, il râle évidemment, c'est logique. Pourquoi pas lui, ils ont fait jusqu'à 3 ans, ils peuvent faire jusqu'à 3 ans et 1 mois. Mais non. Mais après, voilà. L'Android n'est pas perdu. Après, il y a des gens qui font des ROM à côté. Mais bien au moins, le constructeur assure 3 ans. 3 ans, si tu n'as pas laissé tomber ton téléphone en 3 ans, c'est pas mal. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a des gens qui sont très précautionneux, qui gardent leurs appareils très longtemps. Voilà, c'est vrai aussi, quoi. Le pire dans l'histoire, c'est que ceux qui sont très précautionneux et qui gardent leur appareil très longtemps sont ceux qui, évidemment, on les comprend, par contre, ne comprennent pas, eux, pourquoi, à un moment donné, leur appareil est obsolète. Parce que, pour eux, il fonctionne très bien, tu vois. C'est ça aussi la difficulté de communiquer. Mais ça, c'est un vieux débat, on va pas le refaire ici. De toute façon, on n'a pas le temps. T'as vu l'heure ? Est-ce que vous avez vu l'heure ? On va encore tuer un jogger sur cet épisode. Je rappelle que nous avons des auditeurs qui font du jogging, et qui le font en se basant sur la durée de nos épides. Autant vous dire que... On en a perdu beaucoup. On en a perdu, mais il y en a qui sont très en forme aussi. Voilà. Mais qui ont perdu la voix, parce qu'on les entend plus. Bizarre. On est à la lettre S. Oui, S comme souris, avec une mauvaise nouvelle. C'est le co-inventeur de la souris qui est décédé. Alors, on parle pas ici de Mickey et de Walt Disney, on parle vraiment de la souris de ce machin-là, quoi, de ce truc. Donc, le machin informatique, quoi, le mulot, quoi. Voilà. Aurélien. Le mulot de Chirac. Ouais. Oui, donc le 26 juillet, à 91 ans, l'un des deux co-inventeurs en fait de la souris au sens où on la connaît, donc dispositif pour pointer un point particulier de votre écran, William English de son nom, est décédé. Donc il a créé ça avec un compère, Douglas Englebert, en 68. Il a fait cette démonstration, donc vous regarderez dans les sources, il y a une petite vidéo des années 68, voilà, c'est une vidéo des années 68 où avec deux molettes, une verticale et une horizontale, ils arrivent à faire bouger un point et puis à interagir sur un écran. Et donc cette vidéo a été surnommée la Mother of All Demo, donc la mère de toutes les démos. Voilà, mère de toutes les démos, puisque cette invention a été reprise en fait après par Xerox, la marque qu'on connaît. Et puis un certain Steve Jobs est venu lorsqu'il réfléchissait à ses Mac, à ses premiers Mac en 79 avec une équipe d'ingénieurs voir ce que faisait Xerox, et puis il a été séduit par le concept et l'a repris. Et puis franchement, je pense qu'on est quand même une grande majorité à utiliser encore la souris de nos jours. Ouais. Même s'il y a d'autres systèmes, le fameux trackball. Moi, je connais des ingénieurs qui adorent le trackball. Vous leur mettez une souris, ils savent pas.
Là, l'histoire de la souris que tu nous racontes, c'est l'histoire simplifiée, parce qu'elle est un peu plus un peu plus complexe que ça. Il y a d'autres intervenants aussi dans la boucle. On l'avait d'ailleurs un peu évoqué avec Thierry, quand on avait parlé de Logitech. On avait fait... Un truc suisse. Un truc suisse, voilà, forcément. Et donc, on a un peu parlé de ça, parce qu'il y a un peu de Suisse aussi dans la souris originelle. La souris, le fromage. Sans doute. Les trous dans le gruyère, tout ça, ouais. Il est trop long cet épisode. Il est trop long. C'est trop chaud surtout. Et donc voilà, enfin bref, il y a plein de choses à en dire. C'est vrai que ça mériterait un jour qu'on fasse un épisode un peu plus fouillé, ou un hors-série un peu plus fouillé sur la souris, parce qu'il y a plein de choses à en dire, effectivement. L'idée de la retourner, d'en faire un trackball, par exemple, c'est intéressant aussi. Et c'est vrai que on voit encore utiliser, alors le grand public l'utilise de moins en moins, le trackball, mais moi je sais que dans les milieux où on n'a pas beaucoup d'espace pour travailler, avoir un trackball, c'est bien pratique, par exemple. Mais bon, voilà, c'est pour la petite histoire. Alors j'ai un son qui... Le café passe. Oui, c'est le café, c'est le café qui passe, effectivement. C'est une technologie récente, une fois de plus. On peut passer à la suite. Oui. Des trucs comme ça. Tu sais, comme TikTok. Qui veut de TikTok aux États-Unis? Alors ça, c'est toute une histoire. C'est même passé aux informations grand public, j'ai envie de dire aussi, parce que TikTok, c'est aussi très grand public. Hein. Même si c'est très jeune, mais c'est très grand public. Qui peut résumer? Sébastien, tiens, tu vas nous résumer l'histoire. J'ai un petit bout. Je suis sûr qu'Aurélien aussi sa pierre à l'édifice. Donc, en gros, tout est parti de Trump, hein, encore une fois. Cette fois-ci, il y a, je pense que c'est une grosse semaine, hein, qui a dit, grosso modo, il faut bannir TikTok des États-Unis. Ça a été fait dans d'autres pays, hein, Inde, Pakistan, c'est pas le premier à le faire, et il se réfugie derrière l'argument que c'est une application qui est dans une société chinoise, et donc le gouvernement chinois peut aller éventuellement regarder vos données. Ce qui, voilà, le CEO TikTok qui a sa boîte aux États-Unis, hein, et donc a dit oui, effectivement, il faut de la transparence, et comme une société avec une maison mère chinoise, il nous faut encore plus de transparence que tous les autres. Donc, je trouve que leur discours était assez positif, calme, ouvert, bien plus que ce qu'on a vu de d'autres CEO de boîtes américaines. Moi, j'étais assez étonné parce qu'il n'y avait aucune hystérie dans les propos du CEO de TikTok. Mais vraiment, enfin, je le dis, voilà. Le mec était vraiment, c'était clair, net, bien précis, dit, c'était propre. Ouais. Et je trouve qu'il s'est très bien exprimé. Hein. Mark Zuckerberg a fait plein de déclarations qui étaient bien moins bonnes c'est des boîtes américaines. Et donc, finalement, ça devient un bras de fer politique je veux dire, je trouvais ça hallucinant, hein, ce que je disais à campagne par les vacances. Le président américain, quand même, qui s'exprime sur une application de réseaux sociaux, hein, tu vois. Oui. Donc, c'est jusqu'où on descend, et ça devient un enjeu national et international, à tel point que donc ça devient une guerre entre pays pour avoir les données de TikTok sur leur territoire, et c'est Microsoft qui frappe à la porte en disant si vous voulez, nous on a plein d'argent en caisse, on rachète TikTok, mais juste pour quelques pays, pour stocker les données chez nous. Ouais. Et eux gardent la marque, continuent à exploiter le truc, mais nous on rachète cette partie-là. Alors après ces discussions entre Trump et Microsoft, on est dans une partie de politique assez hallucinante qui se fait à livre ouvert, hein, tout le monde est au courant de tout, enfin quasi, et donc Trump dit oui, mais c'est une bonne application, c'est hallucinant, il faut tout racheter, il faut pas laisser un morceau aux Chinois, il faut que ce soit un truc américain. Et là tu dis mais dans quel monde on vit? Pourquoi les Américains doivent avoir TikTok, et pourquoi nous, en tant qu'Européens, on doit avoir plus confiance à donner nos données aux États-Unis plutôt qu'aux Chinois? On avait un accord avec les États-Unis autour du GDPR en disant oui, ok, il y a un Privacy Shield, donc ce qui se passe là-bas, on considère que les États-Unis, si on transfère nos données aux États-Unis, ils vont quand même les traiter correctement. L'Europe a fait voler ça en éclats
ici fin juillet. Donc on est aussi dans une guerre de data entre l'Europe et les États-Unis. Nous, on se tait. Tu vois, nous, globalement, t'as personne qui va dire, frapper à la porte de la Commission européenne en disant nous, on a plein d'argent, on va aussi racheter TikTok. Tu vois, bon, c'est pas le cas déjà. Hein. Non. Je sais pas quel industriel en Europe pourrait le faire. Et donc, on revient. Il y a quelques documentaires, c'était sur une boîte française. Je reviens pas sur le nom comme ça, mais où il y a une guerre commerciale aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis utilisent toute une série de lois américaines pour pouvoir faire un peu de coercion sur certaines entreprises. Et ils ont racheté les entreprises françaises d'une manière assez violente. Et c'est pas les seuls pays auxquels ils attaquent aujourd'hui. Donc, technologiquement, ils essayent d'avoir une hégémonie mondiale là-dessus. Moi, je suis assez partagé. Donc, je suis européen, je suis pro-démocrate, je suis tout ce que tu veux, mais je suis assez partagé sur la manière dont aujourd'hui on dépend technologiquement, que ce soit de la gauche ou de la droite, géographiquement, politiquement. Et on est au milieu, et voilà, quoi. Et on regarde passer les Scud. Enfin, Scud. Oui. Nous, on continue à regarder les petits qui dansent sur TikTok, mais après que les données partent sur une fibre d'un côté ou de l'autre aussi, bon, on part quand même ailleurs. Hein. Bon, alors, sans jugement de valeur par rapport au contenu de TikTok, etc., enfin, ça, il y aurait un autre, mais c'est un tout autre débat, ça n'a strictement rien à voir. Il semblerait aussi que Trump soit un petit peu embêté par TikTok et par le public de TikTok qui, me semble-t-il, aux États-Unis, lui avait fait un sale coup. Est-ce vrai, est-ce faux? J'en sais rien, mais si c'est vrai, c'est quand même très fort. C'est vrai. C'était l'histoire de sa présentation, enfin, comment ça s'appelle encore, sa conférence. J'ai oublié le nom, mais bref. Pour les présidentielles, donc c'est rallye. Voilà, c'est ça, où il attendait beaucoup de monde. C'est gratuit, hein, il n'y a pas de droit d'entrée, donc ils attendaient beaucoup de monde, mais il fallait s'inscrire à l'avance. Et donc, ils avaient lancé une action sur TikTok où tout le monde devait s'inscrivait avec la ferme intention de ne pas y aller. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé devant une salle quasiment vide, parce que personne n'était venu, et chacun avait donné... Et puis sur TikTok, chacun avait donné la raison pour laquelle il n'avait pas été. Et donc c'est ça qui est drôle à suivre également. Enfin, drôle, de nouveau, jugement de valeur, mais quoi qu'il, voilà, c'est ça aussi qui l'a un petit peu embêté Trump. Je pense qu'il est aussi un petit peu embêté maintenant par Twitter et par Facebook, qui retire ses vidéos les unes après les autres au fur et à mesure qu'il les poste, parce qu'il dit des conneries, excusez-moi l'expression, et que donc on peut pas laisser passer ça. Et donc enfin, j'ai envie de dire, Facebook commence à faire du nettoyage également, puisqu'il est question de faire du nettoyage dans les fake news, autant faire aussi du nettoyage dans les fake news diffusés par Trump lui-même. Tant qu'on est dans les réseaux sociaux, les GAFA et compagnie, il y a eu la semaine passée, je pense que c'était la semaine passée, une audition de la plupart des GAFA par les sénateurs américains pour avoir une discussion sur le fait que ces boîtes ont beaucoup de pouvoir, un monopole, et que c'est peut-être pas non plus génialissime. Et là, c'est quand même assez sidérant. C'est quand tu vas voir ce sénateur qui va interroger. Bon, déjà, chacun a parlé 5 minutes, pas plus, hein, donc ça ne méritait pas plus que 5 minutes. Et puis tu as le sénateur qui va poser une question à Mark Zuckerberg pour lui demander pourquoi ils ont filtré des informations de la part de Trump. Ce à quoi Mark ne peut répondre qu'autre chose en disant c'est pas nous, c'était sur Twitter. Donc tu dis, ça vole pas super haut, donc ça non, fait... Et en même temps, ça a démontré aussi le vide abyssal qu'il y a entre certains sénateurs et le monde numérique, hein, parce qu'il y avait... ces gens ne savent même pas à qui ils parlaient, quoi. Pour certains d'entre eux, en tout cas. La fracture, elle est complète, et c'est très inquiétant en même temps, parce que du coup, comment veux-tu juger de... apparemment, ils étaient partis avec une idée toute faite qui était de dire il va falloir à un moment donné scinder ces sociétés qui sont trop grandes. Mais bon, ça on verra le résultat plus tard peut-être, ce sera sous une autre législature éventuellement, mais ça reste une affaire à suivre. T'as quand même une boîte qui ouvertement a répondu, hein, je ne la nommerai pas, mais ça commence par un G et se termine par un E, que c'est pas une bonne idée parce que ça donne un pouvoir à l'économie américaine qui est supérieur par rapport à toutes les autres économies.
Oui, c'est justement bien ça la qu'on problématique. reproche. C'est bien la problématique. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on vous renvoie évidemment à différents liens qu'on a mis dans l'article ici, qui concerne l'épisode 267. Pour le reste, il va falloir faire un petit peu des recherches par vous-même sur Google pour avoir plus d'informations, des compléments d'informations par rapport à tout ce dont on a parlé ici, là maintenant, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu sorti du cadre. Voilà, petite digression, mais c'est comme ça, c'est l'été, il fait chaud et ça fait longtemps qu'on s'était pas parlé. Lettre W, et c'est avec cette lettre W que nous allons conclure cet épisode 267 pour parler de Withings, qui renaît, évidemment, mais ça on s'en doutait un petit peu, pépite française, Withings, qui renaît et qui lève 53 millions d'euros. Aurélien, c'est pas n'importe quoi, et ça c'est bien par contre, je trouve. Oui. Donc, société créée en 2008 sur la santé connectée, en fait, des produits, du hardware, comme des balances, des tensiomètres, des montres, des trackers d'activité, tout ce que vous voulez. Oui. Marque qui était en 2008, dans les années 2010, début des années 2010, une marque très belle image de marque, très bien cotée. Et puis en 2016, il y a eu un rachat par Nokia. On parle beaucoup de rachat, de départ des entreprises, qui s'est vraisemblablement assez mal passé, puisque en 2018, le patron de l'époque, Eric Carrill, a voulu racheter la marque à Nokia pour redevenir Withings. Donc, c'était Withings, c'est devenu Nokia Health, ça n'a pas marché, et donc il a racheté pour pouvoir utiliser l'image de marque. Et donc là, ils refont une grosse levée de fonds, un gros tour de table pour reconsolider la marque et la tourner plus B2B, pardon. Oui. Donc en fait, ils vont mettre au point une gamme pour les professionnels, Med Pro, qui vont permettre donc de collecter encore plus de data, puisque c'est ça un peu leur core business, collecter de la data, suivre des indicateurs, pas une fois tous les 3 mois quand vous allez chez le médecin ou une fois tous les 6 mois ou tous les ans quand vous faites une prise de sang, mais pouvoir les collecter vraiment de manière très très fréquente et pouvoir mettre du big data, de l'intelligence artificielle là-dessus, mettre des algos pour pouvoir prédire des états de l'évolution de votre santé, de l'évolution de votre corps. Et donc, avec ça va. Donc, ils vont créer des postes aux US et en France. Ils parlent de 100 postes aux US et en France pour pouvoir mettre en place cette stratégie et développer ce segment du business qui est très très dans l'air du temps. Télémédecine, téléconsultation, e-santé, données à rapporter à son médecin quand on y va. Ça me paraît être vraiment dans l'air du temps. Donc, plutôt bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle. Alors, je disais, c'est bien, effectivement, c'est bien quand ça va dans le sens de la santé des gens, que ça peut aider les gens à se sentir mieux, à se soigner, etc. Là où on peut être un petit peu regardant, c'est sur l'aspect éthique également de ce qu'on va faire de ces données, parce que si c'est pour les commercialiser à, je sais pas, des sociétés d'assurance par exemple, là, ça risque de poser d'autres problèmes. On l'a déjà évoqué ici par le passé, parce que voilà, quelque part, ça a déjà un petit peu commencé. Je me suis laissé dire que, par exemple, les arbitres officiels de la Fédération française de football sont obligés de porter un bracelet connecté. Alors, je ne sais pas si c'est un Withings ou un autre, mais peu importe. Ils sont obligés de le porter pour pouvoir prouver qu'ils font du sport, qu'ils se bougent, pour ne pas se retrouver avec des gens sur le terrain qui sont un peu ventripotents et qui ont du mal à courir après le ballon. Donc, mais voilà, ce sont quelque part... C'est une forme de dérive que l'on peut craindre avec ce type d'objet connecté qui est si proche de quelque chose d'intime qui est notre santé, finalement. C'est ça aussi qu'il faut être un peu regardant de ce côté-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien, mais c'est... alors, si ça sert effectivement pour soigner les gens, moi, je suis 100% pour. Mais, Oui, mais c'est pas réellement le secteur de la marque. Hein. T'as vu, moi, je vais pas la prononcer, c'est facile. Ouais. Et ils ont toujours eu des produits consommateurs qui étaient pro consommateurs, mais
voilà, le premier, c'était un des premiers, si pas je pense le premier tensiomètre connecté, et avec une certaine qualité. Ils sont pas dans le suivi. Enfin, en tout cas pour moi, ils n'ont pas l'image du suivi sportif comme tu peux l'avoir sur Garmin. Ils sont ici plutôt dans le secteur de la santé, du contrôle de ta santé, et pas dans le tracking. Un des derniers produits en date et qui a son importance parce que c'est un peu un des mots les plus courants actuellement, c'est l'analyse du sommeil et les apnées du sommeil de manière non invasive, donc avec simplement un smartphone. Et ils ont un produit qui manifestement trouve l'aval du corps médical, en tout cas en partie, et qui permet comme ça de pouvoir, parce que sinon vous vous retrouvez à l'hôpital pour faire une nuit à l'hôpital avec des fils partout, etc. On se demande comment on va analyser votre sommeil parce que c'est impossible de dormir dans des conditions pareilles. Donc si on a moyen de le faire à domicile, c'est pas plus mal, quoi. Pour l'avoir fait, c'est en Belgique, il y a d'autres solutions qu'effectivement il y en a d'autres, à l'hôpital avec des trucs. Tu as un simple truc que tu dois connecter enfin pas connecter, que tu dois te coller sur le visage. Oui, il y a ça. Et tu as un téléphone à côté, et Breezy, je pense que ça s'appelait, c'est une boîte qui fait que ça avec des téléphones, et le truc est connecté en Bluetooth et envoie les informations. Oui, il y a déjà moyen de le faire à domicile et sous contrôle. Il y a moyen de le faire à domicile et sous contrôle. Par contre, ici, il y a moyen, ils font des matelas où donc t'as pas un truc que tu dois te connecter, t'as pas de fil, t'as rien. C'est un petit matelas qui est en dessous de ton matelas. Et qui permet effectivement d'aller contrôler. Tout ça pour dire qu'il y a un vrai marché, il y a un vrai marché sur l'objet connecté lié à la santé, clairement. Ce que je disais, c'était simplement qu'il faut faire un peu attention à ce qu'on fait avec ces données et pourquoi on les collecte et dans quel but. Si c'est pour aider les gens, tant mieux. Si c'est pour facturer plus cher les mensualités de leur mutuelle, ça c'est plutôt embêtant, quoi. Ouais. Mais j'aime bien leur site. Du coup, sur l'article d'Aurélien, je vais me faire couillonner. Je suis sûr que je vais partir avec un truc, tu vois. Oui, parce que souvent, quand on regarde... Pourquoi, mais tu vois, ça me dit, putain, ils ont de beaux produits, leur site est joli. Mais c'est bien fait, c'est bien vendu. En fait, dans l'article que j'ai relevé, c'est écrit qu'ils ont un très gros taux de rétention aussi. Donc, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, parce que je pense que effectivement, c'est une bonne marque, une bonne marque. Quand je dis une bonne marque, c'est une belle marque, c'est ça que je veux dire, qui n'a pas été écornée par le petit passage, la petite étape Nokia dont tu nous parlais, Aurélien. Tant mieux, quelque part. Oui. C'est quand même assez dommage pour Nokia de ne pas avoir réussi. C'est incroyable. À capitaliser sur ce type de société, parce que c'est pas comme si tu achetais un produit qui était mauvais. Tu avais des bons produits, donc tu avais des ingénieurs derrière, tu as une bonne équipe, tu avais Je me demande si l'erreur de Nokia, c'est de ne pas avoir pensé que leur marque était plus forte que celle dont on parle. Oui, je pense, c'est possible. Voilà. Et donc, du coup, en termes de communication, ça a un peu biaisé le truc, parce que si tu me parles d'un nouveau smartphone, je vais m'intéresser à Nokia. Par contre, si on parle de santé, moi, Nokia, ça ne me parle pas, quoi, tu vois. Voilà. Il y a ça aussi, hein, donc... Oui, comme Google, quand ils rachètent, ils ont racheté Fitbit, mais ils gardent la marque Fitbit pendant suffisamment longtemps pour que tu t'habitues à cette transition. Il y a une manière de faire, peut-être, qui n'était pas la bonne, soit. C'est le passé, attendons de voir. Effectivement, ce chapitre B2B m'incite à être un peu vigilant quand même, et à garder un œil dessus. Si vous pensez la même chose ou pas, n'hésitez pas à le dire, à commenter cet épisode comme vous le faites régulièrement, et vous êtes comme toujours les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas sur notre chaîne YouTube ou sur notre podcast, quelle que soit l'application que vous utilisez. Si c'est sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. C'est-à-dire pas Sébastien ou Aurélien, je parle bien d'une vraie petite cloche qui est dessinée une petite en bas à gauche, et quand vous cliquez dessus, vous serez notifié des sorties prochaines de nos séries et de prochains épisodes. Comme ça, vous ne raterez rien de ce l'on produit très régulièrement. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Si l'un ou l'autre d'entre vous ont encore quelque chose à rajouter, parce qu'après, on vous entend plus avant la rentrée, je pense, les enfants. Donc non, rien de... Pardon ? Prenez soin de vous. D'accord. On espère vous revoir en septembre. Bien entendu, et tous en pleine forme. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci Sébastien, merci Aurélien, n'oubliez pas, sortez masqués, à bientôt.